Monsieur Bakou, je crois qu'on va commencer. Donc, bonjour tout le monde. Donc, je tiens tout d'abord à vous remercier d'être présent à cette conférence et remercier aussi Monsieur Ilyas Bakouche d'avoir accepté de l'animer, d'animer cette conférence sur la mise en service, mise en réseau AWS. Donc, comme vous le savez, AWS, donc Amazon Web Services, constitue aujourd'hui l'environnement le plus étendu dans le monde, avec plusieurs millions d'utilisateurs et des dizaines de milliers de partenaires, partenaires dont fait aujourd'hui partie Innov Campus Maroc, ce qui permet à nos étudiants enseignants de disposer aujourd'hui de toutes les ressources de AWS. Donc, AWS dispose d'une immense infrastructure cloud et d'un nombre considérable de services, de plusieurs centaines de services, ce qui a pour effet de nous poser la question suivante, c'est comment peut-on interconnecter toutes ces différentes ressources de AWS qui sont issues de différentes zones et même de différentes régions. C'est principalement à cette question que va répondre notre conférencier, M. Ilyas Bakouche, qui est Senior Cloud Solution Architect, anciennement AWS, que je remercie une autre fois d'avoir voulu animer ce talk. Monsieur Ilyas, je vous laisse la parole. Merci encore. Merci beaucoup, Monsieur Ozani. Merci pour l'invitation. C'est vraiment avec un grand plaisir que je suis ici. Je vais commencer par partager avec vous mon écran, puis après, on va parler des différents types de fonctionnalités, des différentes aussi méthodes qu'on peut utiliser pour connecter toutes les composantes sur AWS. Je vais commencer par une présentation et puis après, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, ça me fera super plaisir de répondre. Mais n'hésitez surtout pas, même si je suis en train de présenter, n'hésitez surtout pas à m'interrompre si vous avez des questions, si vous voulez que je revienne sur un sujet. Fait que je veux pas que ça soit avec une présentation à sens unique. Fait que n'hésitez surtout pas si vous avez des questions. Je vais commencer par partager mon écran avec vous. All right. Fait que mon nom est Ilyas Bakouche. Comme l'a dit M. Wassani, je suis Senior Solutions Architect. J'ai travaillé pour quelques années à AWS à Montréal, là où j'habite actuellement. Et fait qu'aujourd'hui, je vais vous parler un peu de... oui, on peut commencer à voir l'ordre du jour. Ça peut paraître un peu accablant quand on voit l'agenda comme ça, mais c'est vraiment pas le cas. J'ai juste listé les sujets qu'on va aborder individuellement. Fait que nous allons commencer par un bref aperçu de l'infrastructure AWS. Puis après, on va faire une plongée approfondie dans le nuage privé virtuel, ce qu'on appelle les VPC, et ses sous-composantes. Ensuite, on va voir quelques bonnes pratiques relatives à la sécurité des réseaux, l'équilibrement des charges, ce qu'on appelle le load balancing, ou bien tout ce qui est autour de la connectivité hybride. Et nous allons terminer avec quelques principes d'acheminement de trafic via DNS et Route 53. Et aussi, on va voir le CDN, Content Delivery Networking, en utilisant AWS CloudFront. Cette présentation que je vais vous donner aujourd'hui, en fait, elle est basée sur une présentation que je donnais à mes clients quand je travaillais à AWS. Fait que n'hésitez surtout pas à juste poser la question au cas où vous en avez. Alors, commençons par un aperçu rapide de l'infrastructure. Alors, premièrement, dans le cloud AWS, nous avons des régions. Comme par exemple, il y a la région US East 1. Et ces régions-là, comme vous pouvez voir, ils sont un peu partout dans le monde. Comme on peut voir ici, en Nord-Amérique, on en a plusieurs. Il y a US East 1 qui est à l'extrême est, qui est en fait à North Virginia, c'est un peu proche de New York. Il y a l'US East 2, il y a beaucoup de régions aussi à l'ouest. Et puis après, il y en a un peu partout dans le monde. Et
à l'intérieur de ces régions-là, au sein de ces régions, nous avons généralement au moins 2 availability zones, ce qu'on appelle, c'est des zones de disponibilité. Au moins, il y a 2, et chaque zone possède une ou plusieurs centres de données physiques, ce qu'on appelle les data centers. Alors, les data centers, ils sont à l'intérieur de zones de disponibilité, que eux, ils sont à l'intérieur de régions. Pourquoi? C'est parce que on veut que nos systèmes qui sont déployés dans le cloud soient highly available. Alors, au cas où il y a un problème, que ce soit je sais pas moi, une inondation, que ce soit un earthquake, que ce soit il y a un problème dans une région ou bien spécifiquement dans une zone de disponibilité, on veut qu'on soit capable de migrer nos données vers une autre zone de disponibilité automatiquement sans pour autant interrompre nos services. Et c'est pour ça que avoir cette footprint, cette global footprint permet à AWS d'atteindre d'offrir une high availability qui est vraiment unmatchable. Alors, comme on a dit, ces zones de disponibilité, ils sont interconnectés par des liens à faible latence, right? So, la latence, la latency est super importante. Fait que la connexion est établie et architectured d'une façon qu'elle soit, qu'elle provide la latence la plus faible possible et le débit le plus haut possible selon une topologie maillée, right? Comme un mesh topology. So, si un nœud tombe, ben, les autres nœuds sont capables de reprendre tout le load, tout le trafic, et puis après l'interchanger entre eux. AWS offre bien évidemment, comme on l'a dit, à plusieurs régions, comme US West 2, qui se trouve dans l'Oregon, et les régions entre elles sont également reliées par des liens redondants à faible latence et à haut débit. Alors, on va juste step out un petit peu et parler de ce que c'est un VPC. Comme on a le cloud, AWS, et puis après, à l'intérieur du cloud, c'est votre compte. Quand vous créez un compte, c'est à l'intérieur du cloud, et puis après, c'est compte qui limite, c'est à l'intérieur de ce compte-là que tout ce que vous possédez va faire partie. Right? Alors, dans ce compte-là, on choisit par exemple une région spécifique. Là, on a choisi US East 1 et c'est dans cette région-là qu'on va déployer nos ressources. Et puis après, à l'intérieur de la région, on peut créer un nuage de cloud privé, eh bien, ce qu'on appelle VPC. Et vous pouvez considérer ça en fait comme votre centre de données spécial dans le cloud. Et à savoir que certains services comme EC2, qui est des machines virtuelles sur Amazon, ou bien les bases de données qui sont gérées avec RDS, ou bien les load balancers, alors ce type de ressources ne peuvent être lancées qu'à l'intérieur d'un VPC. Si on parle par exemple des services qui sont serverless, comme les lambda fonctions et ce genre de services, on peut les lancer à l'extérieur d'un VPC, mais base de données, machines virtuelles, Elastic Load Balancers, on doit obliger à avoir un VPC pour pouvoir mettre nos ressources dedans. Et ensuite, c'est ça en fait l'autre type de service qu'on appelle des services régionaux, comme S3, Amazon Simple Storage Service, qui est un des services les plus connus, un peu les plus utilisés au sein de AWS. Et par exemple Amazon DynamoDB, qui est une base de données NoSQL. Alors là, ces services-là, ils sont régionaux, mais ils sont liés à une région. Right? Ils ne sont pas à l'intérieur d'un VPC, mais ils sont liés à une région. Et enfin, il y a un petit nombre de services qui sont considérés comme des services mondiaux, comme Route 53. Alors, Amazon Route 53, c'est un DNS. C'est un service qui nous permet de traduire les noms de domaine en IP. Right? Alors, tous les services que AWS offre,
ça a une availability de 99 points, un nombre de 9 à l'intérieur. S3, il y a 11 à 9 de availability. Mais Amazon Route 53, c'est le seul qui a une availability garantie de AWS de 100%. C'est vraiment le seul service où AWS garantit sa disponibilité à 100%, parce que quand on tape un nom de domaine sur le web, si ça ne fonctionne pas une seconde par mois, ça cause des problèmes. Ça, c'est juste un petit truc qui est intéressant à garder en tête. Il y a aussi le service IAM qui nous permet de gérer les identités, les accès, les permissions. Très bien, alors là, on va zoomer un petit peu plus sur le VPC. Et donc, quand on crée un VPC à l'intérieur de notre compte, on doit choisir toujours une plage d'adresse IP privée. Parce que les ressources qu'on va créer à l'intérieur du VPC, ces ressources-là, ils vont utiliser cette plage d'adresse IP privée. Et la barre oblique que vous voyez, le /16, ça, c'est la plus grande option dans ce cas-là. Ça veut dire que notre plage IP, elle peut accueillir environ 65 000 adresses IP. Et si on a besoin de plus d'adresses IP, si on compte utiliser plus de 65 000 ressources uniques, alors là, on peut bien évidemment créer d'autres VPC. Il n'y a pas de limite. En fait, c'est pas qu'il n'y a pas de limite. On a tendance parfois de penser que le cloud est infini. C'est pas le cas. Le cloud, c'est fini. C'est pour ça que gardez toujours en tête le coût d'optimisation, le coût le coût que nos ressources consomment, c'est très, très important. Alors, avant de pouvoir utiliser le VPC, donc maintenant, on a créé notre VPC, mais avant de pouvoir l'utiliser, il a également besoin de ce qu'on appelle des sous-réseaux ou bien des subnets. Et ces sous-réseaux-là, c'est des partitions. En fait, c'est comme le nom sous-entend, c'est des partitions de notre espace réseau. Alors, par exemple, ici, nous créons deux sous-réseaux. Alors, le premier, il a l'adresse IP 10.0.1.0, puis après le deuxième, 10.0.2.0. Alors maintenant, rappelez-vous qu'un VPC, premièrement, il vit dans une région, et deuxièmement, il peut traverser plusieurs zones, right? Les zones de disponibilité. Mais il est important de noter qu'un sous-réseau est lié à une et une seule zone de disponibilité dans la région du VPC dans laquelle il se trouve. Par exemple, le premier sous-réseau ici est dans la région US East 1A, et vous voyez le A ici, et le second est dans la zone de disponibilité 1B. S'il y a des questions encore, n'hésitez surtout pas. Je sais que ça peut paraître un petit peu trop, il y a beaucoup de terminologie, il y a beaucoup de... mais c'est vraiment comme ça, c'est très important de garder ça en tête parce que c'est vraiment comme ça qu'on peut faire une architecture sur AWS qui est highly available, qui est scalable, qui est resilient aussi, on parle de résilience aussi. C'est vraiment en partageant, en utilisant ces outils que AWS nous donne pour partager nos ressources et faire une architecture qui est capable d'évoluer avec nos workloads dans le temps. Alors maintenant qu'on a nos sous-réseaux, on peut lancer les ressources dedans, comme par exemple des machines virtuelles, c'est des EC2 instances, right? On peut aussi lancer des bases de données RDS, fait qu'on peut avoir nos machines virtuelles qui vont faire le processing, le compute. C'est là on va installer nos serveurs web, par exemple, on peut les avoir dans un sous-réseau, dans une subnet, et puis après, mettre notre base de données dans un autre subnet et les connecter entre eux. Et on va voir un petit peu plus tard, pourquoi on choisit de les séparer. Alors maintenant, parlons des tables de routage. Ça aussi, c'est un principe très intéressant pour sécuriser vos applications sur AWS. Une table de routage, elle contient... c'est une table logique, right? Ça peut être juste une liste, comme ça, vous pouvez l'imaginer comme une liste. C'est une liste qui contient des règles.
Et ces règles-là, on les appelle des routes, right? C'est comme, vous pouvez y penser à ça comme si vous avez un pare-feu, un firewall, et puis après vous avez des règles dans votre firewall. Alors, ces règles, elles sont utilisées pour déterminer où le trafic réseau de votre sous-réseau ou bien de votre passerelle est dirigé. Utiliser les tables de routage, c'est comme établir une route entre deux villes. Et en plus de la route elle-même, vous avez aussi la possibilité d'ajouter des barrages routiers, hein, c'est ce qu'on appelle des groupes de sécurité aussi chez AWS, pour autoriser le trafic à traverser cette route-là. Alors, gardons en tête deux choses importantes pour l'instant. Premièrement, chaque sous-réseau doit avoir une seule table de routage attachée. Et deuxièmement, vous pouvez attacher une table de routage à plusieurs sous-réseaux, mais vous ne pouvez pas faire l'inverse. Rappelons-nous aussi de l'exemple de route qui relie des villes. Alors, les tables de routage contiennent une ou plusieurs règles qui déterminent où envoyer le trafic qui provient de nos sous-réseaux associés. Dans cet exemple-là, les sous-réseaux 1 et 2 partagent la même table de routage. Right? On a le route table 1 qui est mise dans les deux. Mais on veut regarder un petit peu plus près les composantes de la table de routage dans notre exemple. Alors, vous allez voir que la table de routage, en gros, elle a une destination ici. C'est la plage d'adresse IP vers laquelle on souhaite autoriser le trafic. Nous avons aussi la cible, c'est la passerelle ou l'interface réseau vers laquelle, en fait, ou bien la connexion vers laquelle envoyer le trafic de destination. Par exemple, on peut avoir une passerelle Internet. Et puis après, on a la route locale. Bah, ça, c'est la route par défaut pour la communication au sein du VPC. Alors, dans cet exemple, la destination est la plage IP du VPC. C'est le 10.0.0/16. C'est un peu la place IP de tout notre VPC. Ce qui signifie que tout le trafic avec une destination correspondante à l'adresse IP du VPC sera acheminé vers l'instance appropriée au sein du VPC. Alors, je ne sais pas s'il y a une animation ici. Ok, l'animation, on n'arrive pas vraiment à la voir, mais il y aurait pu avoir une animation qui montre que le trafic, en fait, est acheminé vers l'instance appropriée dans le VPC. On aurait pu voir des paquets. Je ne sais pas pourquoi l'animation ne fonctionne pas ici. Mais, anyways, dans le cas où une instance essaie d'atteindre une ressource en dehors de notre VPC sans qu'il n'y a pas de route autorisée, le paquet, il sera abandonné par le VPC. Maintenant, afin de permettre à un sous-réseau d'accéder à Internet, right? Mettons, nous avons créé un serveur web, nous avons installé une application dessus, ça peut être une application WordPress, ça peut être un truc que nous avons développé nous-mêmes, et on veut que le monde puisse utiliser notre serveur à nous. On doit attacher quelque chose qu'on appelle une passerelle Internet. Et c'est la Internet Gateway. Ça, c'est un composant VPC à l'échelle horizontale. Il est redondant, il est hautement disponible et qui permet la communication entre le VPC et Internet. Alors, on crée un VPC pour qu'il soit sécurisé, mais si on veut ouvrir l'accès à Internet, on veut que le monde puisse accéder à nos ressources, là, on crée ce qu'on appelle la Internet Gateway. Mais ce n'est pas parce qu'on attache une passerelle Internet à un VPC qu'on a nécessairement accès à Internet. Right? On doit également ajouter une route à la table de routage qui va de notre sous-réseau à nous et qui dirige le trafic Internet vers la passerelle Internet. Et maintenant, nous avons un moyen d'atteindre Internet et une route pour diriger le trafic. Alors, on peut facilement envoyer un paquet. Alors maintenant qu'on a vu les tables de routage, on peut passer aux composantes suivantes, les sous-réseaux publics et privés. Alors encore une fois, nous avons deux sous-réseaux à gauche
nous avons un sous-réseau privé. Ici, vous pouvez voir Private Subnet 1. À droite, nous avons un sous-réseau public. Nous avons le Public Subnet 1. Mais la question, c'est qu'est-ce qui rend un sous-réseau privé ou public, right? Et alors, un sous-réseau privé est honnêtement simplement un sous-réseau avec une table de routage qui n'a pas de route vers la passerelle Internet. C'est aussi simple que ça. Ici, dans la table de routage qu'on a créée, vous pouvez voir que seulement une destination, seulement les paquets qui s'en vont, qui proviennent par exemple de 10.0.0/16, fait qui proviennent de notre VPC à nous, puissent communiquer avec les ressources à l'intérieur du VPC. Alors qu'une table de routage qui est publique, on peut voir ici le 0.0.0, fait que c'est une table de routage qui dit que j'accepte un trafic qui vient de n'importe où. Alors dans les scénarios précédents, alors que la machine ici elle pouvait envoyer des appels sortants, elle ne pouvait pas être routée vers la machine sans une adresse IP publique. Et donc, on a deux façons d'attribuer des adresses IP publiques. D'abord, on peut choisir qu'AWS attribue au hasard une adresse IP publique à partir d'un pool d'adresses, right? C'est un addresses pool. Et vous pouvez voir ça aussi dans la console. Cependant, si on arrête la machine, ou bien si la machine elle est en veille, ou bien si on a un problème et on doit redémarrer la machine, alors chaque fois, la machine, elle va aller dans le pool d'adresses IP disponibles par AWS et elle va juste prendre une adresse IP au hasard. Alors, parfois, ce qu'on veut, c'est on veut prolonger cette adresse IP, on veut la garder, hein, on veut qu'elle soit sticky, on ne veut pas la résilier. Alors, dans ce cas-là, pour une solution plus permanente, on peut utiliser ce qu'on appelle les adresses IP élastiques, c'est Elastic IP Addresses. Et la principale différence, c'est que l'adresse IP élastique reste associée au compte, qu'elle soit ou non attachée à une instance EC2. Alors, vous pouvez alors la détacher d'une instance, vous pouvez la réattacher à une autre instance, et de cette façon, vous pouvez conserver une certaine permanence qui concerne les adresses IP. OK. Alors, nous allons parler encore d'un autre composant important quant au réseau au sein de AWS, c'est ce qu'on appelle le DHCP, le Dynamic Host Configuration Protocol. Ça, c'est un service intégré et il attribue automatiquement une adresse privée de votre plage Cidre VPC aux ressources nouvellement créées. Les VPC disposent aussi également d'un service DNS intégré qui attribue automatiquement un nom DNS privé accessible uniquement depuis votre VPC. C'est ce que vous pouvez voir ici. Et en fait, vous pouvez trouver tout ça à l'intérieur de la console. Quand vous êtes en train de créer une machine EC2, vous allez voir que lors de la création, AWS va vous donner une adresse IP, puis après, il va vous donner un nom DNS. Et puis après, si on choisit de rendre notre instance EC2 publique, alors c'est seulement là que AWS va nous attribuer un nom DNS qui est basé aussi sur les adresses IP associées. Donc, chaque fois qu'une adresse IP change, par exemple, chaque fois qu'on redémarre une instance, le nom DNS associé changera également. Il est aussi bon à savoir que vous avez la possibilité de désactiver le DNS et le DHCP du VPC et d'utiliser les vôtres. Si vous voulez gérer vos propres adresses IP, si vous voulez gérer vos propres noms de DNS, vous pouvez utiliser ça. Et là, je voulais aussi mentionner que les 4 premières adresses IP de votre VPC sont réservées. Elles sont réservées en fait par ces services de mise en réseau intégrés, fait que vous ne pouvez pas choisir des adresses qui finissent par 0, 1, 2 ou 3. Ceux-là, ils sont réservés. Alors, parfois, nous avons une instance privée, mais qui a quand même besoin d'accéder à Internet. Right? Alors, peut-être parfois, nous avons
besoin d'accéder à d'offrir des mises à jour logicielles, right? On a quelque chose comme WordPress installé et c'est pour faire une application qui est locale, qui est privée, mais je veux quand même recevoir des mises à jour de tous mes plugins, de toute mon application, même si l'application elle-même est privée. Alors, dans ce cas-là, ce qu'on veut, c'est pouvoir faire des appels sortants à partir de cette instance et recevoir une réponse, mais on veut aussi bloquer tous les appels entrants, les appels qui sont non sollicités, parce que dans le fond, on ne veut pas laisser entrer des requêtes aléatoires qui proviennent d'Internet sur nos serveurs à nous. Alors dans ce cas-là, on peut utiliser ce qu'on appelle les passerelles NAT AWS. C'est ça, c'est les NAT Gateways, c'est les passerelles. NAT. OK, voilà comment faire. Alors tout d'abord, on commence par créer des sous-réseaux, comme on a vu previously, c'est des sous-réseaux privés, puis après un autre sous-réseau public, puis on lance une instance privée dans notre sous-réseau privé. Là, je viens de lancer mon instance EC2. Ensuite, nous créons une passerelle NAT dans notre sous-réseau public. Ça fait que la NAT, elle se met dans le sous-réseau public. Et la passerelle NAT, c'est vraiment similaire à une passerelle Internet qu'on a vue avant, dans le sens qu'elle est entièrement gérée par AWS, dans le sens qu'elle s'adapte aussi automatiquement à vos besoins, mais elle est isolée dans une seule zone de disponibilité et doit donc vivre dans un sous-réseau. Alors que ce qu'on a vu avant, la Internet Gateway, la passerelle à Internet, elle est attachée au VPC. Alors, le deuxième truc qu'on doit également faire, c'est donner à notre passerelle NAT une adresse IP élastique. C'est ce qu'on a vu un peu avant. C'est l'adresse IP qui est réservée à nous. On doit aussi faire en sorte que notre adresse IP soit publique afin qu'elle soit accessible via Internet. Et ensuite, on ajoute une route à notre table de routage privée qui dirige le trafic Internet vers la passerelle réseau. Et maintenant, si notre IP privé a besoin de parler à un autre public en tant que, par exemple, l'autre public 1, 2, 3, 4, c'est juste une adresse IP d'amis, ok? Alors, c'est comme ça que ça va fonctionner. Alors maintenant, je voulais parler un petit peu de quelques bonnes pratiques importantes à savoir. Un VPC, il peut s'étendre sur des zones de disponibilité au sein d'une région, fait qu'on a déjà vu ça, mais les sous-réseaux ne peuvent être que dans une seule zone de disponibilité. La question est donc, quelle zone de disponibilité devrait-on choisir ou même combien de zones de disponibilité devrait-on avoir pour notre workload, pour notre application qu'on est en train de voir, de concevoir? Et ça peut honnêtement varier selon les cas d'utilisation ou selon les besoins de votre entreprise ou les besoins de votre projet. Mais en général, nous avons des cas d'utilisation ou bien publics ou bien privés. Ça, c'est un petit peu les deux cas qu'on a en général. Alors, peut-être que vous avez un serveur web qui doit être dans un sous-réseau public et une base de données qui est privée et accessible uniquement par le serveur web. Cependant, la meilleure pratique consiste à diviser l'environnement de production sur au moins 2 zones de disponibilité. Right? Ainsi, vous pourriez ou vous auriez des serveurs web dans une deuxième zone de disponibilité qui nécessiterait un deuxième sous-réseau public. Et le trafic entre les deux serait dirigé par un équilibreur de charge, ce qu'on appelle un load balancer. Et le load balancer, vous pouvez voir ici, il est affiché en dehors des sous-réseaux pour rendre le diagramme un petit peu plus facile à lire. Mais notez qu'il est également dans les sous-réseaux. Et on est en fait fort probablement aussi mieux à ajouter une deuxième base de données avec réplication synchronisée dans une deuxième zone et un deuxième sous-réseau privé. Et un autre choix de conception que nous pouvons faire aussi avec un load balancer, c'est de simplement rendre le load balancer public. Et on peut le déplacer également. Et on peut déplacer également nos serveurs web vers des sous-réseaux privés, de sorte que seul le load balancer serait public dans ce cas-là. Alors, si je veux faire juste un recap de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, notre application elle-même, on commence par choisir une région, puis après, on crée un VPC à l'intérieur d'une région.
À l'intérieur du VPC, on choisit 2 zones de disponibilité et on déploie notre application dans les 2 zones de disponibilité. Pourquoi? S'il y a un problème dans une zone, si il y a plus d'électricité, par exemple, dans le quartier ou dans la ville à cause de quelque chose, ben, notre site web ne tombe pas, notre application ne tombe pas. Le load balancer, il va seulement rediriger tout le trafic vers l'autre zone de disponibilité qui est AWS garde la distance entre ces zones de disponibilité secrets. On ne sait pas exactement l'emplacement exact, on ne sait pas c'est quoi la distance, mais AWS offre des garanties quant à la high availability de ces zones de disponibilité-là. Un choix de conception pourrait être, OK, je vais avoir un sous-réseau public où je vais mettre mes serveurs web, mais ma base de données, je vais la mettre dans 2 autres sous-réseaux privés. Comme ça, personne ne peut avoir accès à ma base de données à part mon serveur web. Personne ne peut accéder directement à la base de données. Un deuxième choix de conception peut être mettre tous les serveurs web dans des sous-réseaux privés et faire en sorte que seulement le load balancer est public. Et puis après, devant le load balancer, on va mettre notre DNS, notre URL. Comme ça, l'URL va appeler le load balancer et le load balancer va rediriger l'appel vers les sous-réseaux privés, là où nous avons nos serveurs, là où nous avons nos bases de données. Personne d'autre ne peut y avoir accès. Ça peut être un peu compliqué, ça peut être vu comme quelque chose de compliqué, mais quand on va sur AWS, je vais dire les clients qui déploient des applications sur AWS, il y en a comme Netflix, comme Apple, comme c'est vraiment les clients les compagnies les plus importantes ou l'une des plus grandes compagnies au monde. C'est des compagnies qui tiennent beaucoup à la sécurité de leurs données. AWS offre ce qu'on appelle Layered Architecture, ou bien vous pouvez voir ça sous un autre nom dans des blogs, c'est le Onion Architecture, right? On a un réseau, on a une couche sous une autre couche, sous une autre couche, puis après on implémente ce qu'on appelle la Security in Depth. Chaque couche a des méthodes de sécurité. Puis après, on va vers l'autre, on creuse encore et on trouve une autre couche. Et là, on trouve d'autres méthodes de sécuriser. Qu'on a une sécurité qui est globale, mais aussi qui est attachée à toutes ces couches-là. Et c'est ça qui fait en sorte que AWS est le choix, je veux dire, par excellence pour la plupart des compagnies dans le monde. Alright, maintenant on a couvert un peu les bases du VPC. Je veux aborder une question super importante et c'est un peu, j'essaie de faire un segue juste avant, c'est la sécurité, right? Rappelez-vous quand j'ai dit un petit peu plus tôt que les tables de routage déterminent s'il y a ou non une route entre 2 points. Les groupes de sécurité sont aussi quelque chose qu'on peut rajouter encore à une couche encore plus approfondie. Là, vous pouvez voir que j'ai mis les groupes de sécurité autour du serveur lui-même. Et les groupes de sécurité, c'est comme un pare-feu dynamique qui va déterminer s'il y a des blocs de route sur ces routes-là, sur ces appels-là. Alors, toute ressource qui est lancée dans un VPC doit avoir un groupe de sécurité associé. Ça vaut pour EC2, mais aussi pour les autres services basés sur les VPC, comme on a vu tantôt, comme les bases de données qui sont dans RDS. Et le groupe de sécurité par défaut, et tous les autres groupes que vous allez créer, par défaut, ils n'ont pas de règles entrantes et ils autorisent tout le trafic sortant. Alors, vous allez créer votre premier serveur. Vous allez remarquer que le serveur, il n'autorise aucune règle et aucune connexion entrante, mais il autorise tout le trafic qui sort. Alors, ces services sont avec état. C'est ce qu'on appelle stateful. Right? Ils se rappellent de ces configurations. Ils se rappellent de ces états où ils se souviennent de l'état d'un appel. Ils se souviennent de la réponse. Dans cet exemple-là, aucun trafic externe non sollicité n'est autorisé
et il n'y a aucune règle entrante. Cependant, tout le trafic sortant est autorisé. Mais comme il s'agit d'un service avec état, si l'instance EC2 effectue une demande sortante, alors la réponse sera autorisée même s'il n'y a pas de règle entrante. En d'autres termes, personne ne peut accéder directement à votre serveur, par défaut, mais si votre serveur fait un appel à Internet, alors la réponse va être autorisée. Il faut aussi savoir que les groupes de sécurité sont en mode deny, ils sont en mode refus par défaut et ils permettent uniquement de spécifier des règles d'acceptation, des règles allow. C'est-à-dire que si un appel n'est pas explicitement autorisé, il est refusé par défaut. On ne peut pas aller autoriser tous les appels qui viennent par Internet, ça ne fait pas de sens. On ne peut pas avoir l'adresse IP de tous ceux qui utilisent notre application. Alors, c'est pour ça que par défaut, c'est refus et seulement les adresses qu'on autorise vont pouvoir être acceptées. All right. Je vais juste regarder un peu rapidement s'il y a des questions. Si ce n'est pas le cas, je vais juste continuer. Et fait que n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais essayer juste de garder le chat aussi en devant. Fait que n'hésitez surtout pas à m'interrompre. Alright. Alors, dans l'exemple qu'on a là actuellement, imaginez que nous avons un serveur web, right? Et étant donné que le serveur web aurait besoin de communiquer avec le web, bien évidemment, nous voudrions ajouter une règle. Oui, pardon. Monsieur Naïm, votre micro, s'il vous plaît. Merci. Alors, comme étant que c'est un serveur web qui a besoin d'avoir accédé au web, alors nous voudrions ajouter une règle entrante, bien évidemment, autorisant le trafic du port 80. Ça, c'est le port que les browsers généralement vont utiliser, right, pour avoir accès à nos serveurs. Alors, disons maintenant que nous avons une base de données sur une instance EC2 dans un autre sous-réseau. On ne veut pas que notre base de données puisse avoir accès directement à Internet. Alors, on crée un autre groupe de sécurité pour la base de données, ce qui autorise le trafic entrant depuis le groupe de sécurité du serveur web. Ici, vous pouvez voir Web Server Security Group, Database Security Group. Chaque groupe de sécurité a des règles pour inbound, qui accepte les appels réseau qui sont entrantes, et puis après des règles pour les appels réseau qui sont sortantes. La même chose pour notre Web Security Group et pour notre Database Security Group. Ainsi, avec ça, le trafic entrant dans le groupe de sécurité de base de données sera déjà filtré par le groupe de sécurité du serveur web. Et ainsi, en tant que fonctionnalité de sécurité supplémentaire, nous sommes en mesure de croiser les groupes de sécurité et bénéficier des règles que chacun d'eux puisse avoir. Ça rend aussi également la vie un peu plus facile parce que vous n'avez pas besoin d'ajouter et de rajouter constamment des règles. Alors maintenant, les groupes de sécurité peuvent également inclure des règles d'auto-référencement. C'est utile lorsque les machines virtuelles sous-jacentes ont le même objectif et doivent communiquer entre elles. Disons que nous avons un cluster Hadoop. C'est un cluster qui est utilisé pour faire des computations qui sont vraiment sur des données qui sont vraiment importantes. Alors, dans ce cas-là, tous les nœuds de notre cluster, ils doivent pouvoir communiquer les uns avec les autres. Alors, nous allons autoréférencer les règles au sein du groupe de sécurité et nous allons assigner le même groupe de sécurité à tous les nœuds du réseau. Comme ça, ça va être partagé avec tous les nœuds. Et le dernier concept clé à couvrir dans le domaine de la sécurité au sein qui bénéficie de toutes ces features de AWS, c'est les listes de contrôle d'accès réseau. C'est ce qu'on appelle les Network ACLs. C'est les
c'est les NACL, usually. Alors, ceux-ci sont similaires aux groupes de sécurité, sauf que au lieu d'être attaché à une machine EC2, c'est comme en fait, c'est comme un firewall, c'est comme un pare-feu, mais au lieu que le firewall soit attaché à votre serveur ou bien à d'autres ressources spécifiques, en fait, c'est un firewall qui fonctionne au niveau du sous-réseau. Right? C'est au niveau de notre subnet qu'on peut ajouter les networks ACL. Et de plus, contrairement aux groupes de sécurité qui sont avec État, qui se rappellent de l'appel, puis après qui acceptent la réponse, comme on a vu un petit peu avant, les ACL de réseau sont sans état. Elles n'ont pas d'état, ce qui signifie que vous devez attacher explicitement les règles entrantes et sortantes que vous pensez être requises par tous les modèles de trafic. Les ACL de réseau vous permettent également de spécifier des règles dans un ordre particulier, ce qui signifie que la première règle qui s'applique au trafic est celle qui est utilisée. Vous pouvez également créer des règles d'autorisation et de refus dans les ACL de réseau où les groupes de sécurité sont uniquement autorisés. Voilà quelque chose aussi de très important à savoir que je voulais vraiment souligner. Par défaut, les ACL de réseau autorisent tout le trafic. Cependant, on n'a généralement pas à s'en soucier tant que les groupes de sécurité sont bien configurés et sont bien verrouillés. Mais ça, c'est juste, comme on disait avant, c'est juste une couche supplémentaire de sécurité réseau. Et il est important de savoir que ça existe car ça a ses propres cas d'utilisation et il faut le savoir pour que si un jour on a un use case spécifique pour l'utiliser. Très bien. Alors, je voulais encore une fois résumer. Chaque VPC a besoin de au moins un sous-réseau pour être utilisable. Dans notre exemple, disons que nous avons un sous-réseau public et un sous-réseau privé. Le sous-réseau public a une table de routage pointant vers une passerelle Internet. Le sous-réseau privé a sa propre table de routage pointant vers une passerelle NAT afin que nous puissions accéder en privé à Internet. Chaque sous-réseau a besoin d'un ACL de réseau, le Network ACL, qui va simplement accepter les valeurs par défaut qui autorisent tout le trafic, car nous allons très bien verrouiller les groupes de sécurité si on a bien fait la job. Alors, rien de tout ça n'est très intéressant sans ressources dans notre VPC. Alors, on va ajouter un serveur web public et un serveur de base de données privé. Et enfin, rappelez-vous que vous pouvez rien lancer dans un VPC sans un groupe de sécurité. Donc, nous allons donner à notre serveur web un groupe de sécurité qui autorise le trafic Internet et nous allons donner à notre base de données un groupe de sécurité qui n'autorise que le trafic de notre serveur web. Il y a beaucoup de détails. Je sais qu'on a vu beaucoup de choses, qu'on a vu beaucoup de services jusqu'à présent, mais c'est pourquoi c'est très important de faire des laboratoires VPC. Et je vais partager avec vous des liens un peu plus tard si vous voulez faire des... AWS offre beaucoup de laboratoires pratiques et c'est des exercices que vous pouvez suivre avec des vidéos d'explication, avec des screenshots et vous allez juste pouvoir suivre toutes les étapes, une après l'autre, pour pratiquer tous ces concepts qu'on a vus théoriquement aujourd'hui. Je vous promets que ça va beaucoup aider à mettre les choses dans leur contexte une fois qu'on a acquis aussi une certaine expérience pratique. C'est des choses, par exemple, avec lesquelles je travaille chaque jour. Pour moi, ça devient une seconde nature. Et ça va être, je vous promets que plus vous passez un peu de temps à travailler avec ça, ça va devenir une seconde nature pour vous et vous n'allez même pas vous n'allez pas passer trop de temps dessus non plus. C'est un peu, ça peut paraître un peu difficile quand il n'y a que la théorie. Super. Alors, parlons d'un autre cas de figure maintenant. Disons que vous voulez autoriser deux VPC à communiquer en privé l'un avec l'autre. Et ça, c'est une fonctionnalité que peu de cloud providers offrent et AWS, en fait, l'autorise. Fait que les instances que vous pouvez avoir dans un VPC, fait que dans votre compte, AWS peut communiquer avec un autre VPC que lui peut être dans un autre compte, right? Fait que même si vos comptes, même si vos ressources ne sont pas dans le même réseau et ne sont même pas dans la même région,
AWS vous permet de connecter vos VPC entre elles. Alors, comment ça se fait? Eh bien, ça se fait avec une fonctionnalité qu'on appelle le VPC peering, ou bien en français, l'appairage de VPC. Mais tout comme les passerelles Internet qu'on a vues ou les passerelles réseau qu'on a vues aussi, cette connexion, elle ne sert à rien à moins d'ajouter des routes à la table de routage. Alors, on ajoute donc une route vers les tables de routage dans les deux VPC, ce qui permet la connectivité privée entre les deux VPC. On dispose également de différentes options d'appairage de VPC. Alors, soit vous pouvez à relier vos propres VPC, soit un VPC dans un autre compte AWS, ou bien même un VPC dans une autre région AWS. Vous pouvez avoir, par exemple, un projet où vous êtes en train de travailler avec une autre université en Chine, au Japon, en France, et vous pouvez configurer votre réseau, votre compte, pour appairer ou bien relier vos ressources entre elles, même si ces ressources-là, elles sont dans des régions complètement différentes. Alors, cette fonctionnalité d'appairage de VPC sert à ça. Il est important néanmoins de noter que l'appairage de VPC ne prend pas en charge le routage transitif. Donc, si le VPC 1 et le VPC 3, dans notre exemple ici, sont tous les deux appairés individuellement à VPC 2, ça ne signifie pas que VPC 1 et VPC 3 sont également appairés l'un à l'autre. En d'autres termes, dans ce scénario, le VPC 1 ne peut pas vraiment communiquer directement au VPC 3 parce qu'il y a le VPC 2 au milieu. Non, il faudra faire un appairage spécifique entre VPC 1 et VPC 3. Et ça aide dans le sens où il y a plusieurs comptes, plusieurs comptes dans plusieurs régions et on veut que ça soit relié. C'est un petit peu ça. Voilà, faudra configurer un appairage spécifique entre les VPC. C'est ce qu'on appelle un appairage point à point. C'est ça. Alors maintenant, imaginez que vous avez un centre de données, un data center qui est à gauche et des ressources cloud dans un VPC AWS à droite. Et pour des exigences de conformité ou de performance, vous voulez avoir des liaisons fibre optique qui sont dédiées entre les deux. Parfois, à AWS, il y a des clients, il y a des compagnies qui disent, mettons dans le cas de Netflix. Alors quand Netflix va uploader des films sur son compte AWS pour faire du encoding ou quoi que ce soit, Netflix peut uploader via Internet. Ils peuvent aller sur la console et uploader. Mais ça passe par Internet et c'est public et la bandwidth n'est pas vraiment optimale. Alors, c'est dans ce cas-là que AWS offre une autre composante réseau qui s'appelle AWS Direct Connect. C'est les connexions directes AWS et ça fournit un lien dédié, ça fournit un lien vraiment cohérent à faible latence entre l'infrastructure AWS et les centres de données qui sont on-prem. Alors, Direct Connect démarre à l'un des nombreux emplacements AWS Direct Connect à travers le monde. Right? Dans cet exemple, j'ai fait un Equinox DA1. Et AWS, ce qu'il fait, c'est qu'il va travailler avec les fournisseurs d'Internet. Mettons, AWS va travailler avec Maroc Telecom et elle va offrir un câble, vraiment c'est un câble physique spécifique qui vient jusqu'à vous, jusqu'à chez vous, jusqu'à ton adresse. Il va le plugger et comme ça, tu as vraiment une connexion super directe de tes serveurs jusqu'à le cloud AWS. Alors, dans cet exemple-là, le Direct Connect, il offre un port dédié au sein d'un routeur appartenant à AWS. Alors, AWS va aller chez Maroc Telecom, elle va installer son propre routeur qui est dédié et elle va plugger le câble directement dans ce routeur-là. Et nous allons devoir aussi utiliser, ça prend quelques autres ressources pour connecter, ce qu'on appelle les private VIF, mais c'est ce qui sert en fait à connecter à des ressources AWS, comme on a dit, les Amazon S3, si vous voulez uploader des vidéos quand ces ressources-là sont en dehors de votre VPC. Maintenant, côté client, ce que vous devez fournir à AWS, c'est une lettre d'autorisation qui leur permet de créer une connexion croisée entre les routeurs de Direct Connect
de AWS et votre routeur à vous. Voilà. Et à partir de là, vous pouvez connecter votre routeur dans l'emplacement de connexion directe à vos autres installations sur site et établir une connectivité hybride. Ce service-là, le Direct Connect, il fournit des connexions de 1 jusqu'à 10 gigabytes par seconde. Si vous hébergez la connexion vous-même. Et AWS a également des partenaires qui peuvent offrir des vitesses inférieures jusqu'à 50 mégabytes par seconde si vous avez des bandes passantes différentes. Chaque connexion, elle consiste en une seule connexion dédiée entre les ports de votre routeur et un routeur Amazon. Et parce que vous vous connectez en utilisant l'infrastructure AWS elle-même, vous pouvez vous attendre à une expérience réseau vraiment des plus consistantes. Pour des raisons aussi de redondance et de availability, AWS recommande d'établir une deuxième connexion pour garantir la disponibilité, pour en fait garantir que la disponibilité soit encore plus élevée. Alors, jusqu'à présent, les solutions VPN et les solutions Direct Connect dont j'ai parlé ont été point à point, ce qui nécessite une approche de réseau maillé. Right? C'est ce qu'on appelle le mesh topology. C'est super bien pour les petits environnements, mais la gestion de toutes ces composantes peut devenir difficile à grande échelle. Alors, voyons donc comment nous pouvons résoudre ce problème ou bien ce défi d'évolution. Et là, encore une fois, heureusement, nous avons la passerelle de transit, ce qu'on a vu un peu avant, la Transit Gateway, et la passerelle Direct Connect comme deux solutions potentielles. Ceci, il veut permettre d'adopter un modèle comme hub and spoke, right? Et comme son nom l'indique, la passerelle Direct Connect vous permet de partager des connexions Direct Connect et la passerelle de transit offre des fonctionnalités similaires pour le VPN de site à site. L'appairage VPC, lui, quant à lui, s'intègre également à la passerelle Direct Connect. Ainsi, la passerelle Transit et la passerelle Direct Connect sont essentiellement des services que vous pouvez utiliser pour mieux gérer et faire évoluer vos environnements hybrides. Alors, on a déjà assez de détails. Je ne vais pas vraiment trop entrer dans plus de détails et c'est aussi un peu hors de portée pour la présentation d'aujourd'hui. Je voulais juste que vous sachiez que AWS propose des moyens de gérer tout type de connexion réseau. Et dernièrement, je voulais aussi parler de Route 53. Ça, c'est un service de système de nom de domaine, ce qu'on appelle le DNS. C'est un service qui est hautement disponible. C'est un service qui est évolutif et comme je vous ai mentionné un peu avant, il offre un SLA de disponibilité de 100%. Il n'y a pas un autre service qui offre ça, honnêtement. Et il est conçu pour offrir aux développeurs, aux entreprises, un moyen extrêmement fiable, extrêmement rentable d'acheminer les utilisateurs vers les applications Internet en traduisant des noms de domaine comme www.exemple.com en adresse IP numérique de vos ressources. Peut-être aujourd'hui, vous avez l'habitude d'utiliser, je ne sais pas, comme GoDaddy pour acheter des noms de domaine ou bien Dinadot pour acheter des noms de domaine. AWS offre son propre service pour acheter, gérer ces noms de domaine et c'est ce qu'on appelle le Amazon Route 53. Le Route 53, il connecte les demandes d'utilisateurs, comme on a mentionné, à l'infrastructure exécutée dans AWS, comme les serveurs qui sont EC2 ou bien les Elastic Load Balancers ou bien des S3, des buckets S3. Et vous pouvez utiliser Amazon Route 53 aussi pour configurer les vérifications de l'état de DNS afin d'acheminer le trafic vers des points de terminaison ou même en fait pour surveiller indépendamment l'état de votre application et de ses points de terminaison. Vous pouvez faire des health checks. Alors quand quelqu'un tape votre adresse, l'adresse de votre site web, vous pouvez utiliser Route 53 pour déterminer si votre serveur est en santé, est-ce qu'il est healthy, et s'il n'est pas, vous pouvez rediriger le trafic, l'appel réseau vers une page statique, par exemple, qui dit Apologies, nous sommes en maintenance actuellement, nous reviendrons un peu plus tard. Comme je dis, vous pouvez aussi utiliser le Route 53 pour implémenter des A/B testing
Right? Les compagnies, elles font ça beaucoup quand elles vont lancer un nouveau produit. Elles veulent diriger 5% du trafic vers la nouvelle page qu'ils ont créée et 95% du trafic vers l'ancienne page. Et comme ça, ils veulent mesurer est-ce qu'il y a un rendement sur investissement, il y a des choses comme ça. Fait que Route 53 permet de faire ça et ça, en fait, ça provide un énorme avantage étant donné que le DNS peut souvent être un point de défaillance unique pour plusieurs applications. Et vous pouvez également superposer plusieurs vérifications de l'état. Et ce que j'ai dit, c'est les health checks. Right? Et pour pouvoir basculer vers une région complètement différente dans les rares cas où les régions principales n'est pas disponible. On parle souvent de disaster recovery. Mettons que votre serveur est hébergé dans une région, dans la région US East 1, il y a un problème d'électricité. Maintenant, quand quelqu'un va taper l'URL de votre site web, le Route 53 va détecter que la région est down, elle n'est pas healthy, elle n'est pas en santé, et il va rediriger le trafic vers une autre région. Ça se passe automatiquement, vous n'allez pas à se prendre la tête. Ça résout honnêtement énormément de problèmes. Et le dernier service que je voulais vous présenter, le dernier service qui permet de relier les utilisateurs finaux aux composantes AWS et Amazon CloudFront. CloudFront est un réseau mondial de distribution, c'est ce qu'on appelle un CDN. Right? Il vous permet de diffuser du contenu plus près et plus rapidement aux utilisateurs qui peuvent être plus éloignés ou de la région AWS qui héberge déjà votre contenu. Alors, CloudFront peut non seulement améliorer les performances grâce à son cache local et grâce à ses liens à faible latence vers la région AWS la plus proche, mais à un certain moment, il devient également plus rentable, ce qui concerne les frais de transfert de données. Mettons, vous avez un site web qui sert beaucoup de vidéos, beaucoup d'images, et à chaque fois que quelqu'un va vers votre site web, il télécharge ces images-là pour qu'elles soient affichées dans la page, il télécharge ces vidéos-là. À chaque fois alors que quelqu'un rentre vers le site web, vous payez pour le network bandwidth. Vous payez pour la quantité de données, pour la taille de cette image-là qui a été téléchargée. Fait que, ce que vous pouvez faire dans ce cas-là, c'est que vous créez une distribution CloudFront, un CDN, que AWS après va diffuser sur le réseau de plus de 220 d'emplacements périphériques, ce qu'on appelle les edge cases. Et votre distribution est alors pointée vers le site web. Alors, au lieu que, quand quelqu'un tape votre site web, au lieu qu'il atteigne directement votre serveur, en fait, il va passer par le CDN. C'est le CDN qui va appeler le serveur, il va récupérer ces images-là, ces vidéos-là, et il va les garder dans un cache, right? Et ensuite, si quelqu'un appelle votre site web encore une fois, il va lire ces ressources-là, ces assets-là directement depuis le CDN. Il n'a même pas besoin d'aller à appeler le serveur directement. Alors, voici un bref aperçu du fonctionnement de CloudFront. Un utilisateur de l'ouest de la France, par exemple, il va faire une demande à un objet sur une distribution CloudFront. Alors maintenant, CloudFront, il va demander accès à l'emplacement Edge le plus proche à Paris. Right? Il y a plus de 220 Edge locations, ce que vous voyez ici, partout dans le monde. Et CloudFront, il va vraiment aller au Edge location qui est le plus proche de votre utilisateur. Étant donné que l'objet n'est pas encore dans le cache périphérique, dans le Edge location, alors la demande, elle va être acheminée vers l'origine, right? Vers votre site web d'origine, qui est ici. Qui est, on va dire, qui est à Francfort, qui est une région en Europe, AWS. Et après que l'objet soit retourné, il va être mis dans le cache, right, dans la edge location. Et à partir de là, l'utilisateur dans l'ouest de la France, il va pouvoir télécharger cet objet-là. Et toutes les futures demandes qui sont plus proches de Paris vont être résolues aussi localement. Alors, on a un appel Edge Location, on ne trouve rien, on va appeler le serveur lui-même, on trouve l'objet, on le stocke, puis après, on le retourne. La prochaine fois, on va être seulement dans cette loop, on ne va pas toucher notre serveur qui est hosté.
Ça aide à avoir déjà du contenu plus rapidement et ça garantit une expérience utilisateur plus fluide et ça permet aussi d'économiser les coûts de transfert de données en mettant du contenu en cache local. Ce fut tout pour moi. J'ai essayé de garder un petit peu, de parler un peu juste des services, un peu from high level, mais chacun de ces services-là, et ça prend peut-être plusieurs heures pour en parler spécifiquement. Je ne sais pas si vous avez des questions, je resterai là, j'ai encore quelques minutes, ça me fera plaisir de répondre. Sinon, bah, je vais partager avec Madame Souad, je vais lui partager mon LinkedIn, je vais lui partager mon adresse email et vous pouvez me rejoindre si vous avez des questions plus tard, ça me fera super plaisir de répondre à ça. Merci beaucoup, Monsieur Ilyes. Déjà, bonjour tout le monde. Bonjour Ilyes. Bonjour, bonjour. Donc, au nom de toute l'équipe Innov, donc je tiens à te remercier d'avoir accepté déjà notre invitation. Je remercie également nos chers participants pour leur présence et patience surtout. Étant donné que nous faisons maintenant partie des établissements membres d'Amazon Academy, donc j'ai déjà mentionné ça auparavant, Ilyes, si tu te rappelles un petit peu. Et sachant que nous bénéficions maintenant de deux types de formations proposées par l'Académie, qui sont AWS Cloud Foundation et AWS Architecture. Donc, Nice. je suis persuadée que ces deux formations donc, vont non seulement permettre aux étudiants de bénéficier d'une formation de cloud computing de qualité, mais qui vont en même temps préparer les étudiants à des certifications reconnues par le secteur IT. Donc, ma question est, Ilyes, si vous le permettez, donc comment ces deux formations élémentaires, une qui est basique et une qui est avancée, donc là je parle de architecture, donc vont permettre à nos étudiants d'acquérir des compétences techniques et théoriques. Parce que là, nous avons tout ce qui est en relation avec les services AWS. Donc, je suis fan de tout ce qui est en relation avec AWS. Et nous avons également les concepts. Donc là, nous avons service et concept. Donc là, je parle par exemple de concepts tels que networking, high availability, reliability, virtualization, security. Donc, si on prend juste l'exemple de VPC, donc vous avez vraiment mentionné plusieurs concepts. Je suis sûre que les étudiants ou bien que les participants, donc déjà, on connaît plusieurs. Par exemple, vous avez parlé de sous-réseau, NAT passerelle, équilibrage de charge, onion layers, etc. Donc, comment est-ce que ces deux formations, ces deux packs de formation, donc, vous permettre à nos étudiants donc d'approfondir leurs connaissances et de leur préparer en fait au mieux au secteur de marché, au marché de travail. Donc, c'est ça, en fait, ma première question. Donc, merci beaucoup encore une fois pour la qualité de la présentation. Donc, vraiment, I enjoyed every single moment of this presentation. Merci, ça fait plaisir. Ça fait super plaisir. Ok, super. Bah, je vais essayer de répondre du mieux que je sais. Par quoi commencer? Ok, le domaine de l'informatique, c'est un peu récent, ok? On fait de l'informatique depuis peut-être 80 ans, peut-être 70 ans, mais on fait des mathématiques depuis 5000 ans, right? Depuis l'époque de Chine ou de l'Égypte ancienne, on a commencé à faire de l'informatique. Alors, l'informatique est basée fortement sur des concepts de mathématiques. Et vous allez voir ça, ou bien je vais dire sur des concepts théoriques en mathématiques, right, qui ont évolué pendant des milliers et des milliers et des milliers d'années. Les formations théoriques, comme les formations de réseau, on comprend pourquoi on a besoin, par exemple, d'une plage horaire qui ne peut pas, d'une plage IP qui ne peut pas dépasser ce chiffre-là, pourquoi il y a des limites physiques, pourquoi on ne peut transférer que un certain nombre de données, une certaine quantité de données par paquet, pourquoi on a choisi binaire. En fait, toutes ces fondations, on va dire, d'informatique, ce qu'on appelle d'informatique théorique, elles touchent beaucoup. En fait, c'est comme une interface qui encapsule ce qu'on a appris depuis 5000 ans de mathématiques, ce qu'on a vraiment appris, et elle met ça et le rend un peu plus facile à grasp. Maintenant, le cloud est basé vraiment beaucoup sur le networking. Sans networking, il n'y aura pas de cloud.
Malheureusement, le networking, il ne reçoit pas beaucoup d'admiration, entre parenthèses, actuellement. Il y a des concepts un peu plus sexy, si j'ose dire, comme le serverless, comme les Docker containers. Ça, c'est des concepts-là qui intéressent beaucoup de monde parce que c'est la nouvelle technologie et tout le monde va apprendre ça. Mais les bases, elles sont très, très importantes. Sans ces bases-là, on pourrait jamais avoir une Lambda function serverless. Sans avoir tout ce qui est high availability, tout ce qui est disaster recovery, resiliency, security. Fait que tous ces concepts-là, ils sont super, super importants. Et généralement, ou bien, enfin, dans le domaine académique, on sait très bien que on nous apprend comment les choses elles sont faites under the hood, comme on dit, comment les choses sont vraiment faites à la base, pas parce que quand on va travailler, on va refaire ça. Quand on va travailler, il va y avoir des logiciels, hein, il va y avoir des logiciels qui vont faire beaucoup de choses pour nous. Mais au cas où il y a un problème, au cas où on doit debug, au cas où en ayant cette connaissance de base, on est capable de comprendre vraiment comment le système fonctionne. Right? So, mettons, je parle à des étudiants actuellement qui veulent se spécialiser en faisant de l'architecture serverless dans le futur. Alors oui, c'est plus facile de dire, bah, écoutez, je vais prendre une lambda function, je vais faire mon processing, je ne vais pas me casser la tête avec du transit gateway, je ne vais pas me casser la tête avec un load balancer. Right? La lambda function, elle prend tout ça, elle fait tout ça pour moi. Mais à un moment, quand on déploie une lambda function et on a besoin de faire ce qu'on appelle du canary deployment, on a besoin de split le trafic qui vient vers notre lambda function. On crée un alias, c'est comme un shortcut, et puis après, on commence à shifter le trafic sans connaissance de base en comment les load balancers fonctionnent sur AWS, comment on peut router le trafic, comment les adresses IP sont gérées sur AWS. On ne serait pas capable vraiment de pousser. Alors oui, les formations de base, elles sont importantes parce que c'est ça qui nous permettra de nous différencier aussi dans le futur de tout le reste, je vais dire, de tous les autres qui ont appris à des choses sur le tas, right? Qui ont appris juste en suivant des tutoriels ou bien juste en regardant des vidéos YouTube. Faire des choses comme ça nous permet d'aller à l'avance rapidement, ça nous permet de déployer des choses rapidement, mais ça ne nous permet pas vraiment de les scale. Ça ne nous permet pas... Tu sais, quand on lit des tutoriels, c'est vraiment juste la base, hein. Ça scratch juste la surface. Fait que une formation fondamentale en AWS, c'est un bagage très, très important pour pas déployer une application comme ça, pour résoudre un problème facile, je veux dire, entre parenthèses, quoique aucun problème n'est facile, mais pour vraiment être capable de résoudre des problèmes de scalabilité, des applications des applications de taille de Netflix, par exemple, des trucs de taille de Apple, vraiment des choses ou travailler sur des problèmes qui sont vraiment, vraiment importants. Moi, mon conseil, c'est de jamais oublier les fondations. Les fondations sont là pour une raison, elles sont très, très importantes. Et alors, le deuxième volet de la question, c'est comment le certificat de spécialisation, on va dire de architecture, est important. Alors, ça va ça va ouvrir la porte aux étudiants sur un monde que probablement, je sais que moi, quand j'étais étudiant, j'y avais pas accès. Parce que pour faire de l'architecture, c'est vrai, on n'est pas juste assis dans notre ordinateur à dessiner des choses comme ça, right? Il y a tout un travail, il y a toute une façade, il y a tout un aspect business à l'architecture. Que ce soit architecture réseau, que ce soit architecture d'application, on s'assoit avec des CEO, avec des CTO, on s'assoit avec les architectes, on s'assoit avec les gens de product, on s'assoit avec les gens de marketing, on leur pose des questions, on recueille tous leurs besoins, tous leurs requirements. Right? Mettons quelqu'un dans le marketing, il dit demain, on va lancer une nouvelle promotion et on s'attend à avoir 10 000 utilisateurs en 10 minutes. Fait qu'on note ça. Puis après, on va s'asseoir avec l'équipe de sécurité. Ils disent oui, mais on ne sera pas capable d'ouvrir ce port-là.
Puis après, on va s'asseoir avec l'équipe de data et l'équipe de data, ils disent, bah, on a besoin de garder ces données-là parce que ça nous permettra de faire du machine learning later. On pourra faire du analytics. Fait qu'il y a tout un aspect business. On doit être capable d'adapter son discours à l'audience avec laquelle on parle. On doit être capable de faire des présentations, de convaincre, d'expliquer nos solutions, bien nos suggestions. Parfois, la façon la plus facile d'expliquer, c'est de faire une présentation PowerPoint. Une autre fois, la façon la plus facile, c'est de créer un POC. Une autre fois, pour une autre personne, peut-être quand tu parles aux développeurs, la façon la plus facile, c'est de leur montrer des librairies ou du code partagé sur GitHub. Fait il y a beaucoup de ça, ça fait partie de l'architecture de logiciels. Et le certificat, que ce soit le Solutions Architect Associate, Solutions Architect Professional, ou bien les cours que AWS Academy offre, ça vient partager toute cette puits, on va dire, d'informations et ça les offre en fait sur un plateau d'or. Ça dit, bah, écoutez, on fait, AWS existe depuis quoi, 16 ans, 15 ans. Voilà tout ce qu'on a appris pendant 15 ans et 16 ans. Voilà comment faire une bonne architecture qui est resilient. Voilà comment scale avec le load. Voilà comment faire du data ingestion across the globe. Ben, on vous offre ça et on est prêt à travailler avec vous. Fait que moi, je pense que c'est vraiment une super bonne initiative. J'aurais aimé, quand j'étais étudiant, avoir ça. Bah, à l'époque, il n'y avait pas AWS. Il y avait Amazon, il n'y avait pas encore AWS, mais j'aurais aimé, fait que c'est vraiment une opportunité en or. Merci beaucoup, Est-ce que j'ai répondu? OK, super. Oui, et surtout que maintenant, ils ont intégré même le Guided Labs, les e-learning courses. Il y a aussi le Super. Sandbox Environment qui va permettre aux étudiants de réaliser leurs projets sur un environnement clean, entre parenthèses, parce que cette option, en fait, n'est pas valable dans le Guided Labs, parce qu'il y a des instructions et tout à suivre. Mais dans le Sandbox Environment, je pense que les étudiants auront déjà cette chance, je dirais, pratiquer dans un environnement clean et ça va leur permettre, en fait, de pratiquer au maximum tout en suivant la documentation officielle et même les vidéos sur le canvas Oui. de AWS Academy. Et moi, je Donc, pense aussi, oui, excusez-moi, je voulais pas oui. vous couper. Je pense aussi qu'allant, tu sais, un peu dans le futur, je pense que le paradigme qu'on a actuellement, qui est écrire du code localement, puis uploader le code dans le cloud et l'exécuter, je pense que ça va shifter, ça va changer. On se dirige de plus en plus vers utiliser le cloud comme environnement de développement local. Fait que le fait que vous avez accès à une sandbox et vous pouvez écrire déployer des fonctions directement dans le cloud, écrire des choses directement dans le cloud et couper ou bien enlever cette gap qui existe entre l'environnement local et l'environnement cloud, ça c'est super important. Merci beaucoup, Ilyes. Je ne sais pas si nos chers participants ont des questions, des demandes d'éclaircissement, des idées à partager avec nous. Alors, Ilyes, on peut dire que nos étudiants donc se rentraient pour le marché du cloud en suivant cette formation. Écoutez, avec plaisir. Si vous avez des questions plus tard, n'hésitez surtout pas à m'écrire. Le marché du cloud est en expansion. La technologie, heureusement ou peut-être malheureusement, ne cesse de changer. Chaque 2-3 ans, on a une technologie. Mais ce que je veux que vous gardez en tête, c'est que chaque technologie n'est qu'une étape pour la prochaine technologie. Faut pas tomber dans le piège de dire, moi, j'aime, par exemple, je sais pas, je vais choisir un truc comme ça au hasard. J'aime Java et je vais me spécialiser dans Java pendant toute ma vie. Malheureusement, si on fait ça, on devient des dinosaures. La technologie change rapidement, fait qu'il faudra avoir cette ouverture d'apprentissage, d'être capable de grasp des nouvelles technologies quand elles sortent. Il y a 4 ans, il n'y avait pas Lambda Function, par exemple. Lambda est sorti en 2016, 2015. Maintenant, serverless est en train de manger le monde. Avant, il n'y avait pas Docker. Maintenant, c'est en train de... Il faut avoir toujours cette capacité de lire des livres, des blogs, des conférences, même sur YouTube. Moi, je passe beaucoup de temps sur YouTube. J'apprends beaucoup de choses là-bas. Fait que
il ne faut pas aussi tomber dans ce qu'on appelle le syndrome de beginner's expert. C'est comme quand on prend une technologie ou un langage de programmation et on est tellement expert dedans, mais la technologie continue d'évoluer et nous, on n'évolue pas avec. Alors, on devient expert dans notre petite zone de connaissances. Alors, on est expert, mais juste dans ce qu'on sait et on oublie tout ce qui est tout autour. Ça, c'est quelque chose qui, malheureusement, je vois aussi un petit peu partout. Il y a des gens qui sont seniors, qui travaillent dans le marché depuis 15 ans et qui n'ont pas évolué et malheureusement, ils paient le prix. Parce que la technologie avance rapidement et quand le train avance, ou bien tu sautes, ou bien tu sautes dedans et tu prends ta place, ou bien t'es délaissé. AWS, maintenant, vous avez une énorme option avec le partenariat de l'Académie. Vous avez vraiment une énorme bonne option pour apprendre, pratiquer. Le marché actuellement, c'est quand vous regardez, quand on regarde les jobs, la liste des jobs qui sont les plus payés. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo un peu sur ça. Je peux partager le lien aussi plus tard. La liste des jobs qui sont les plus payés aux États-Unis maintenant, c'est Cloud Solutions Architect. Right? Le deuxième, c'est Cyber Security, alors sécurité. Et là, on commence après le troisième, je pense, c'est Data Architect, mais c'est le cloud, right? Personne ne veut maintenant gérer ses propres bases de données lui-même ou ses data centers lui-même. Le cloud offre des services qui sont managed, qui nous permettent d'aller directement résoudre les problèmes business elles-mêmes, les challenges business elles-mêmes. On ne va pas se prendre la tête. C'est une énorme opportunité que Innov offre là actuellement. Ouais, honnêtement, moi, j'aurais été étudiant, j'aurais été super content d'avoir un partnership comme ça. Fait que, honnêtement, un grand bravo pour vous. Et pour les étudiants, je ne suis pas payé pour dire ça. Hein. Je ne dis pas ça parce qu'on m'a demandé de le dire ou quoi que ce soit. Je dis ça vraiment, vraiment parce que je le crois. J'aurais aimé avoir un truc pareil quand j'étais étudiant. Fait que profitez-en. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Elias. Avec plaisir. Je ne sais pas si vous avez des questions encore. Bon, je pense que on va clôturer cette conférence. Donc, je tiens une autre fois à vous remercier pour d'avoir accepté d'animer cette conférence. Vous remercier aussi pour la très grande qualité de votre présentation, de vos conseils. Et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, pour une prochaine collaboration. Laoudi, Monsieur Ozani, merci beaucoup pour votre invitation. Ça me fera super plaisir. Peut-être plus tard, on peut faire des présentations un peu moins détaillées, un peu plus sur des concepts, des design patterns, des choses comme ça. Peut-être il y aura plus d'étudiants qui seraient intéressés à ça. Mais honnêtement, je suis à votre disposition. Ça me fera super plaisir. Et merci pour l'accueil chaleureux et bonne continuation à tout le monde. Merci, merci à vous et je tiens aussi à remercier Madame Satri parce que c'est elle qui a organisé cette conférence et pour tous les efforts qu'elle met en œuvre pour ces Génial. conférences. Ben oui. Bon. Merci Ilias et à très bientôt. Slama, bye bye. Au revoir. Au revoir, Slama. Au revoir tout le monde.